bonjour. Excusez-nous encore pour le retard. On va commencer, malgré le fait que M. Camus est toujours dans le taxi, mais il va arriver dans quelques minutes. Et mon introduction, bon, il connaît plus ou moins, il connaît déjà ce que je veux dire. Vous êtes ici à la série de séminaires sur l'antisémitisme contemporain en France, organisée par le GSRL, le groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS, et ISCAP, l'Institut d'études de l'antisémitisme globalisé et de géopolitique aux États-Unis, avec l'aide notamment de mes collègues Joël Alouche-Benaoun, Claudine Athias-Donfu, Paul Zawadzki, Glenn Feder et Charles Small. Je suis Günther Jekyll et avec mes collègues responsables scientifiques pour le programme de séminaire. Le but de ce séminaire est de rassembler, je dirais, des chercheuses et chercheurs et tout public intéressé pour approfondir les analyses sur l'antisémitisme, pour discuter des réflexions, des thèses et des enquêtes sur le sujet. Le sujet de ce soir, c'est l'antisémitisme de la nébuleuse militante autour de Dieudonné Mbala et d'Alain Soral, avec une présentation de Jean-Yves Camus et Lisa Sanchez et Marc Ecker comme répondants. Jean-Yves Camus et Lisa Sanchez travaillent à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRIS. Jean-Yves Camus est chercheur, essayiste et politologue français. Je suis sûr que vous êtes nombreux de le connaître déjà. Il est spécialiste de l'extrême droite et spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe. Il est par ailleurs membre du European Consortium on Political Research et membre de la Task Force on Antisemitism of the European Jewish Congress. Non. Ah, je prends peut-être le micro. Voilà. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Voilà. Monsieur Camus a dirigé un projet de recherche réalisé par l'IRIS pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, basé sur l'analyse de l'islamophobie aussi dans la presse française. Et il dirige aussi, je crois, l'Observatoire des mouvements de radicalité politique. C'est là aussi... Sous l'autorité de la Fondation Jean Jaurès. Ah voilà. Et Lisa Sanchez travaille avec lui dans cet observatoire et aussi à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Non. Non. Ah pardon. Dans DILCRA aussi. DILCRA, c'est la délégation interministérielle de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Tous les racismes. Tous les racismes. Et Lisa Sanchez, elle est spécialisée dans d'observer les réseaux sociaux. Donc, si j'ai bien compris, cette délégation fonctionne depuis janvier ou décembre dernier. En fait, il y a eu Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si la DILCRA, ça vous dit quelque chose. Si ? Non. Bon, d'accord. On a du boulot. En fait, la DILCRA existe depuis un peu plus d'1 an. Il y avait un préfet auparavant, une équipe précédente, et Gilles Clavreul, qui était conseiller à la cellule intérieure de l'Élysée, donc auprès du président. Gilles Clavreul a été nommé préfet et délégué interministériel de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Ça, c'était avant les attentats, au mois de décembre dernier. Il a constitué son cabinet. On est en train de le finaliser. Moi, j'ai été appelée il y a déjà à peu près 15 jours. J'ai travaillé auparavant à Matignon, au cabinet du Premier ministre, et j'étais chargée aussi de la veille des réseaux sociaux, la montée de l'antisémitisme, tous les racismes sur Internet, d'observer ça et de rendre des comptes au sein du cabinet du Premier ministre. Alors,
je ne me suis pas spécialisée uniquement sur Dieudonné et Soral, parce que la montée de tous les racismes et de l'antisémitisme, de l'islamophobie, des actes antichrétiens également, ça touche toute la société, ça touche tout le monde est concerné. Du coup, le gouvernement a pris la mesure, l'ampleur du phénomène et a donc demandé à Gilles Clavreul de constituer son équipe et de faire des propositions concrètes. Donc on est une petite task force. On est sous l'autorité. Auparavant, la DILCRA était sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ça a changé avec le Premier ministre actuel, Manuel Valls. Nous sommes désormais rattachés à Matignon directement. Donc j'imagine plus de moyens et on va... dès que moi, je suis chargée de la veille des réseaux sociaux et d'Internet, donc tout ce qui est blog, forum, tout ce qui touche aussi à un Internet un peu plus obscur. Je suis à la trace les nouveaux comportements de nos adolescents. Je suis tenue de faire une note de veille tous les soirs et de prévenir le gouvernement et tous mes collègues qui sont mes homologues, il y a une cellule Internet dans chaque ministère. Voilà. Donc, comme c'est la première fois que je m'exprime en public, je suis désolée, je suis un peu... je vais chercher mes mots. On n'a pas l'habitude, en fait, de demander à des membres des cabinets ministériels d'être invités à des conférences, mais j'ai trouvé que le sujet était très intéressant et depuis les attentats, tout le monde est très concerné par ces phénomènes-là. Et c'est normal que vous attendiez des réponses. Et nous aussi, nous sommes déjà passés à l'action avec la campagne anti-djihad que vous avez tous pu voir, qui a été lancée par le gouvernement. D'ailleurs, j'aurais aimé savoir si ça avait eu un impact. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Non ? La vidéo, la campagne anti-djihad. C'est passé sur France 2, sur toutes les chaînes, non ? C'est un clip vidéo, en fait, qui a été lancé la semaine dernière, il y a très peu de temps, en fait. Nous avons repris les codes des djihadistes et nous avons voulu, en fait, montrer, surtout, c'est ciblé essentiellement aux adolescents, aux jeunes, qui sont toute la journée à l'école et après sur Internet, mais ils sont toute la journée avec leur iPhone, que ce soit à la récréation, que ce soit en rentrant chez eux. Le soir, ils ne décrochent pas non plus. Ils sont constamment, du matin au soir, avec ça, et dans leur chambre avec Internet. Et comment vous pensez c'est accessible ou comment parce que si on met quelque chose à la télé, c'est une chose. Mais comment ça arrive dans les réseaux Alors, la campagne anti-djihad, pour le coup, je vous invite à aller cliquer sur le site du gouvernement.fr, campagne anti-djihad, qui est la campagne gouvernementale pour... en fait, nous, c'était ciblé, rassurer les parents, rassurer aussi la majorité de la population, les Français. On a pris la mesure, l'ampleur du phénomène, et on s'est adressé directement aux adolescents. En reprenant leurs codes, c'est-à-dire les codes des vidéos de la propagande des djihadistes, donc une production hollywoodienne avec des images chocs, avec des slogans très simples, mais que les ados comprennent. Donc on a fait une sorte de contre-propagande qu'on a organisée avec les mêmes images, mais avec des messages qui leur permet, en tout cas à certains jeunes, de ne pas poursuivre, de ne pas continuer, de ne pas tomber dans le piège. Évidemment, ce ne sera pas la solution, mais c'est pour l'instant un premier pas. Il y en aura d'autres au sein du gouvernement. Mais pour en revenir à mon domaine, qui est la traque des actes et de la propagation, la propagande en quelque sorte de cette propagande antisémite, cette propagande islamophobe, antichrétienne. On a une propagande très importante, raciste, oui, qui se répand partout. Et alors, je ne sais pas si je peux vous développer. Peut-être ce que c'est intéressant de voir maintenant comment ce petit vidéo, ce vidéo que vous avez produit, comment c'est discuté
vous observez les réseaux sociaux. Comment c'est discuté ces vidéos? Oui. Alors, n'importe quel parent concerné, responsable, va être rassuré par cette mesure-là. Je me mets à la place d'un adolescent de 15 ans. Je ne vais pas y croire. Enfin, je ne vais pas... on a suivi, j'ai suivi le retour de ce qui avait été sur les réseaux sociaux de ces jeunes. Beaucoup ne se sont pas sentis concernés. Ça a été détourné aussi. C'est un outil pour le gouvernement. Ce ne sera pas une fin en soi. Il nous reste à produire encore beaucoup plus d'éléments de langage, de fascicules, une méthodologie. Je ne parlerai pas pour le ministère de l'Éducation nationale, mais qui a pris également, ils ont pris plusieurs mesures pour contrer notamment les théories du complot, qui vont avec, évidemment, l'expansion de Dieudonné, Soral, et toute cette nébuleuse qui est... alors, pour nous, c'est totalement délirant. Et vous le savez, parce que vous n'avez qu'à regarder une vidéo de Dieudonné ou de Soral, ou de Farida Belgoul, ou de Saïm Laïbi, enfin, tout ce qui compose cette nébuleuse s'appelle, sur Internet, la dissidence. Voilà. C'est un monde à part. Ils appellent ça être contre le système, donc contre la société actuelle. Et ça fait plus de 10 ans que ça dure. C'est pas de maintenant. Ça fait 10-15 ans que ces gens-là s'expriment sur Internet. Dieudonné et Soral ont compris très rapidement que les réseaux sociaux leur apportaient en fait une caisse de résonance, un écho retentissant auprès des jeunes, notamment. Les jeunes, ça commence à 12 ans. 11 ans, on a des jeunes qui ont vu des vidéos de Dieudonné, de Soral, d'autres qui sont moins connus, plus confidentiels, mais qui ont à peu près le même discours. Je pense à d'autres comme Jo Le Corbeau, qui vont absolument ne rien vous dire, mais ce sont des fidèles, puisque, comme tout mouvement sectaire, je pense, je vais pas... c'est exactement, ça ressemble à une secte, c'est ça. Ces jeunes-là, quand on leur parle vraiment, sans langue de bois, dans la cour de récréation ou dans la rue, et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent de Dieudonné ou de Soral, pour beaucoup de jeunes, ils sont populaires, ils sont très aimés des adolescents, ils sont transgressifs, du coup ça leur plaît, ils parlent exactement le langage des jeunes, et c'est là où nous n'avons pas pu, en fait, je pense qu'on s'est rendu compte beaucoup trop tard de ce qui est en train de se passer chez de nombreux jeunes. Là, je vous le dis avec beaucoup de franchise, on aurait dû s'en rendre compte bien avant. C'est pas une nouveauté. On aurait dû se rendre compte de... tout le monde connaît Dieudonné, tout le monde a grandi avec Dieudonné. On a des parents aujourd'hui de 35 ans qui ont des gamins plus jeunes. Ces parents-là, on a tous ri avec les sketchs d'Elie Semoun et Dieudonné dans les années 90, fin 90. À l'époque, Dieudonné n'était pas aussi radical. Le fait de sombrer ensuite dans le révisionnisme le plus pur, ça a désarçonné beaucoup de gens, et notamment des gens issus de la gauche. Puisque je vous rappelle que Dieudonné était quelqu'un qui était une icône à gauche du combat antiraciste. Monsieur Soral aussi, merci. Aussi. Du coup, ça a été compliqué à l'entendre, ça. Ça a été compliqué à l'entendre. Et on voit les dégâts aujourd'hui que ça fait. Donc, pour en revenir à Dieudonné, qu'on a tous connus, nos enfants ne les ont pas connus comme nous, c'est-à-dire qu'eux, ils découvrent quelqu'un qui fait des vidéos, qui est un comique. Nous, on doit leur expliquer, ce n'est pas un comique, c'est un homme politique qui se sert de l'humour pour faire des meetings. Ces spectacles, là, il fait une tournée en province, ça marche, il y a des gens qui achètent les tickets, il y a beaucoup de jeunes, ça va de
13-14 ans jusqu'à 40-45 ans. Franchement, c'est tout un panel très large. Je ne peux pas vous dire le profil type de quelqu'un qui adore Dieudonné, qui rit de ses blagues, parce que ça peut être monsieur tout le monde. C'est ça le problème. C'est pas, on ne peut pas les pointer du doigt et dire lui c'est un nazi. C'est pas comme ça que ça marche. Ce serait beaucoup plus facile de vous dire, de vous imaginer une caricature. En l'état, ce n'est pas la réalité. Et c'est tout le problème qui passera par l'éducation et combattre l'ignorance. Et ça passe par l'école. L'école et ensuite la responsabilité des parents. De regarder et de suivre les enfants, ceux qu'ils regardent dans leur chambre, sur Internet, quand ils s'enferment, et sur les iPhones. Parce que ça, sur les iPhones, tous les jeunes regardent la vidéo qui fait 1 million de vues de Dieudonné, ou la dernière vidéo où Soral est assis sur son canapé Ikea, et qui fait rire les ados. Parce que ça fait rire, parce que c'est drôle, ils ont des sketchs, des punchlines, ça fait pareil. Nous, en tant qu'adultes, parce que nous, on a un recul suffisant et nous avons la culture qui va avec, nos ados ne l'ont pas. Voilà le problème. Pour eux, nous, on est dépassés, on est des ringards, on ne comprend pas. Eux sont morts de rire à chaque vidéo. Chaque vidéo qu'ils consultent, qu'ils cliquent, moi, je parle avec des jeunes tous les jours, donc du coup, je m'en rends compte. La dernière vidéo de Soral, c'est du business. C'est-à-dire que si vous voulez voir la vidéo de Soral, il faut payer. Désormais, il faut payer. Voilà, il faut cliquer pour voir toute la vidéo, il faut payer. C'est imparable, c'est du business, c'est du fric qu'il se fait sur le dos de tous ces adolescents. C'est pas 200, hein, c'est pas 500 adolescents, ce sont des milliers, voire des millions, puisque Dieudonné fait des millions de vues sur ses vidéos. Et Soral, un peu moins, parce que Soral a un discours plus idéologique, beaucoup plus... Soral joue avec les mots, il est beaucoup plus malin que Dieudonné, parce que lui, il donne des conseils de lecture aux adolescents. Et il y a quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, qui m'a sidérée. Des jeunes m'avaient expliqué que nous ne lisions... Enfin, on ne lit pas les classiques. Ils n'en ont rien à faire, ça les gonfle. En gros, c'est ce qu'on m'a expliqué. En revanche, quand Soral donne des conseils de lecture dans sa vidéo, il y a 2-3 bouquins comme ça qu'il conseille de lire. Ça va leur ouvrir l'esprit. Donc, quand un gamin va à la FNAC, il ne va pas trouver ce type de bouquins-là. Souvent, ce sont des ouvrages censurés, qui n'existent plus, qui sont des ouvrages révisionnistes. Soral et Dieudonné sont toujours en train de faire des clins d'œil à Faurisson. Il y a des jeunes de 12, 13, 14 ans qui savent qui est Faurisson, qui connaissent Faurisson. On a une chanson, Chohanana, vous en avez entendu parler peut-être, qui est une chanson donc révisionniste. Donc on a une chorégraphie avec Chohanana qui a été dupliquée plusieurs fois. La vidéo a été censurée. On a une partie des jeunes ici en France qui rit, qui trouve ça drôle. Ce sont des adolescents qui n'ont pas le recul nécessaire. Quand on leur parle de la Shoah, pour beaucoup, c'est encore un discours qu'ils ont déjà entendu. Vous l'avez tous vu pour les 70 ans, pour les commémorations qu'il y a eu lieu il y a quelques semaines. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux, j'observais, et effectivement, on a eu des tweets, on a eu des commentaires sur Facebook. Il suffit d'aller sur la page de Facebook de Dieudonné ou de Soral, mais on découvre des pages amies sur chaque page Facebook ou chaque page de Soral, ce qu'on appelle la dieudosphère. Les ados qui se sentent plus proches de Soral, on les appelle les Soraliens, eux-mêmes s'appellent les Soraliens. Et ceux qui sont beaucoup plus proches et sympathisants de Dieudonné, c'est-à-dire qui l'accompagnent lorsqu'il est convoqué à la 17e chambre correctionnelle, lorsqu'il avait participé à des manifestations, je crois que c'était pour Jour de colère, ou à la dernière manifestation Charlie, il avait expliqué sur sa page Facebook qu'il s'y rendait. Donc
on a des jeunes qui le suivent. Soral et Dieudonné sont devenus des icônes, intouchables. Nous, en tant qu'adultes, on a beau leur expliquer que ce sont des personnes qui font de la politique, qui ont un discours révisionniste, dangereux, illégal. Les jeunes ont l'impression qu'on s'acharne sur Dieudonné, Soral et tout ce qui s'appelle la nébuleuse sur Internet de la dissidence. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. Dieudonné et Soral sont juste la pointe de l'iceberg, si je dirais. Enfin, si c'est possible de le dire comme ça. Il y en a encore une dizaine de personnages comme ça qui font rire. Et comme ils font rire nos adolescents les adorent. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, je suis vraiment... J'ai commencé. Bonjour. 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 Laissons continuer, je suis vraiment... Très bien, peut-être un peu... Pour ce retard. On peut vous laisser 2-3 minutes pour ça. Et je peux prendre l'occasion de présenter... Je vous avais présenté déjà dans votre absence. Et je vais présenter aussi Marc Hecker brièvement. Et après, vous pouvez peut-être continuer la discussion ou votre intervention. Madame Sanchez nous a déjà expliqué les réseaux sociaux et Dieudonné et de Dieudonnosphère. Et après, on peut peut-être vers, je dirais, 5h30, je ne sais pas combien de temps vous avez besoin, donner l'occasion d'abord à M. Hecker de vous poser quelques questions et on peut rentrer dans la discussion, si ça vous va, comme ça. Tout à fait. Le droit de poser des questions ? Après, oui. Ah, ok. Oui. Et pour l'enregistrement, on n'a pas eu l'occasion de parler avant, donc est-ce que vous êtes d'accord pour oui. l'enregistrement ? Très bien. Donc, j'avais quelques demandes aussi pour l'enregistrement. C'est d'accord jusqu'à la discussion. Yeah? L'intervention de M. Hecker, je vous prie de ne pas l'enregistrer. Et aussi la discussion ensuite, ça n'a pas enregistré. Donc, M. Hecker est chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et il est aussi rédacteur en chef adjoint de politique étrangère. Marc Hecker est docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1. Il a écrit plusieurs livres, donc le plus récent, le plus récent aussi, et le plus intéressant aussi pour ce soir, je crois que c'est Intifada française, 2012. Mais il a également écrit War 2.0, Irregular Warfare in the Information Age, avec Thomas Reid en 2009. Il a publié de nombreux articles dans des revues françaises et étrangères, dans commentaires, études internationales politiques, policy review et aussi dans la presse. Donc, nous avons ce soir des représentants des deux think tanks excellents qui travaillent sur les relations internationales. Et ce soir, nous parlons de Dieudonné Mbala et d'Alain Soral. Et je pense que nous allons voir vite aussi que ces deux extrémistes de droite, maintenant, comme on a su, ils étaient de gauche avant, ont des relations et des implications surtout internationales. J'étais très étonné ou frappé même de ce film qu'il a fait, L'Antisémite, un film de M. Mbala. Et il était produit avec le soutien de la République islamique d'Iran. Et moi, j'interprète ce film comme un rêve assez ouvert d'un antisémite. Et vous avez aussi dans ce film cette scène sur Shoah et d'autres qui sont devenus peut-être cultes aussi pour beaucoup de jeunes.
Donc, je ne veux pas tarder et je veux laisser la parole à M. Camus. Bonsoir, je suis encore une fois navré pour ce retard absolument énorme. Je vais essayer de rattraper le temps perdu. Par où commencer? D'abord par le fait que le qualificatif d'extrémiste de droite qui vient d'être accolé au nom de Dieudonné Balambala et d'Alain Soral peut induire en erreur. Il peut induire en erreur parce qu'incontestablement, si l'un des protagonistes a fait un bout de chemin avec l'extrême droite, et qu'on peut aujourd'hui, moyennant d'ailleurs un certain nombre de réserves, le classer sur cette partie-là du spectre politique, pour ma part, je n'y classe pas Dieudonné. Et je ne l'y classe pas aujourd'hui, et pas davantage, à partir du moment où il a abandonné sa carrière de comique, talentueux au demeurant, pour entrer en politique. Je crois qu'il y a dans son trajet, dans les raisons de son évolution, dans le discours qu'il tient aujourd'hui, quelque chose qui est au contraire en résonance profonde avec un certain dévoiement de thèmes qui sont propres à la gauche de la gauche, où il a commencé, et qui font que ces alliés circonstanciels sont effectivement des hommes d'extrême droite, que dans son passage de sa carrière de comédien à quelque chose de plus proprement politique, il a très certainement été cornaqué, influencé par des gens qui sont à l'extrême droite, mais que malgré tout, il y a dans ces schémas de pensée quelque chose qui provient d'un milieu parfaitement différent. Alors, d'abord, une précision sur l'ensemble du système de pensée Dieudonné. Pour moi, Dieudonné, plus encore que Soral, est le représentant de ces gens qui construisent une pensée mythique au sens où Lévi-Strauss l'entendait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui construisent un raisonnement logique à partir de ce qu'on appelle en anglais bits and pieces, hein, des pièces et des morceaux, qui peuvent chacun pris séparément être conformes à la réalité, mais que celui qui construit une pensée mythique raboute à sa manière pour en faire un système, pour établir entre ces bits and pieces des liens de causalité qui en fait n'existent pas. Et c'est en fait ce type de pensée-là qui construit la théorie du complot. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir un point d'application très contemporain de cette façon de voir le monde, prenez ce qui se diffuse aujourd'hui sur les sites soraliens, sur les sites, alors je ne sais pas si on doit dire dieudonistes, dieudoniens, dieudonnesques, et sur d'autres sites conspirationnistes qui en sont proches. Je pense en particulier à Panamza, qui est un exemple absolument frappant. Vous prenez plusieurs faits qui séparément sont exacts. Exemple. Dans l'un des véhicules utilisés par les frères Kouachi se trouve une pièce d'identité oubliée. Un autre fait, il y a une vidéo qui est réalisée depuis un toit-terrasse de l'action contre Charlie Hebdo par quelqu'un qui se trouve être là pour des raisons qu'il peut expliquer, qui sont des raisons professionnelles, tout ça est parfaitement clair. Bon. Vous raboutez ça avec le fait qu'en plus, les acteurs de l'attaque sont habillés d'une manière qui évoque la chose militaire, qu'ils se déplacent avec une façon de marcher qui évoque des gens qui ont été dans l'armée, ont subi un certain type d'entraînement. Pris séparément, chacune de ces choses est juste. Mais si vous essayez d'établir entre eux, des liens logiques pour construire un système, vous aboutissez à quelque chose qui n'a strictement ni queue ni tête et qui ne repose que sur
la théorie du soupçon et vous permet de partir sur une théorie du complot qui consiste à dire si jamais ils ont effectivement oublié une pièce d'identité dans la voiture, ça n'est pas tout simplement parce qu'ils sont étourdis ou pour d'autres raisons, par exemple parce qu'ils voulaient mourir en martyr mais qu'ils voulaient malgré tout qu'on puisse les identifier, c'est parce que derrière, il y a une manipulation et que par la suite, on a déposé cette pièce d'identité-là pour brouiller les pistes. Bon. Et puis celui qui a tourné la vidéo, mais pourquoi il était là? C'est quand même quelque chose qui n'est pas naturel. Il n'aurait pas dû être là. Donc s'il était là, c'est que quelqu'un lui avait dit d'être là. Voilà, ça c'est le système de pensée de ce monde tout entier, mais c'est aussi plus que ça. Je m'explique. Jusqu'au début des années 2000, Dieudonné fait une carrière de comédien qui est doublée par un engagement qui est un engagement non pas politique au sens de politique partisane, mais on va dire citoyen, selon un mot à la mode. Il s'engage à Dreux contre le Front National, il est candidat, il monte une liste. Il a quelques velléités d'imiter le modèle de Coluche en se présentant à l'élection présidentielle. Et il est déjà dans quelques schémas de pensée qu'il continue à porter aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment la contestation du système, dont jamais aucune définition précise n'est donnée. Le second, c'est l'idée extrêmement importante de la caste. C'est-à-dire que c'est un homme qui est en lutte dans tous ses domaines d'activité contre ce qu'il estime être une élite autoproclamée qui monopolise les places et le spolie. Le point d'entrée vers la politique, me semble-t-il, de Dieudonné, le moment de bascule, c'est beaucoup moins sa fâcherie avec son ancien compère Elie Semoun que le moment où, en 2002, il présente au Centre national du cinéma un projet de film sur le Code noir, ce qui en soi est un sujet légitime. Il dépose donc, comme tout réalisateur de film qui veut des subventions publiques, un dossier, et ce dossier est rejeté. Il n'a pas son avance sur recette, il ne peut donc pas produire le film. Il aurait pu se poser la question de savoir s'il n'y avait pas une raison de rejet de sa demande qui tenait tout simplement au fait que le dossier était mal ficelé. Certitude que, pour ma part, j'ai acquise en enquêtant un petit peu sur le sujet. Lui considère autre chose. Son film dérange. Son film dérange pourquoi? Parce qu'il dérange. Le sujet dérange. Donc si le sujet dérange, la caste lui coupe le robinet des subventions et il ne peut pas faire ce film. De surcroît, horoscope référence, à cette époque, la personne qui est à la tête du Centre national du cinéma est juive. La question n'est pas de savoir d'abord si la décision est remontée jusqu'à lui, c'est pas évident après tout. La décision elle est prise par une commission collégiale. La question n'est pas de savoir si cet homme a un préjugé quelconque contre Dieudonné, je pense qu'à l'époque il ne le connaît pas, et s'il n'a pas envie, parce qu'il est juif, qu'il y ait un film sur le Code noir. Lui interprète ça comme le signe que la caste, et à l'intérieur de la caste, le noyau dur de la caste, les juifs, en fait, ont décidé de mettre un veto à toute tentative d'exprimer une pensée. Alors il faut prononcer là le mot-clé, le mot dont il se repaisse dans cette complosphère, dissidente. Voilà. Et c'est à partir du moment, je crois, ça n'est qu'une piste, où il touche véritablement du doigt lui-même cette espèce de plafond de verre et où il a l'impression véritablement qu'on l'interdit de produire, qu'il verse dans d'abord la volonté d'aller en politique et vers la partie la plus anti-juive de son discours. Mais il a en même temps d'autres obsessions qui m'interpellent.
il a d'abord, ça va vous sembler paradoxal, l'obsession du métissage. Il est lui-même métis. Il se marie avec quelqu'un qui lui donne des enfants qui sont également métis, puisque son épouse actuelle, en tout cas, n'a aucune origine ni ultramarine ni africaine, est originaire de Bordeaux, sa propre mère étant originaire de Nantes. Et je crois qu'il ne conçoit pas, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas d'extrême droite, un monde sans métissage. Il valorise le métissage. Or, dans son esprit, qu'est-ce qui s'oppose le plus au métissage? Ce sont les Juifs. En vertu du mythe évident de la pureté raciale des Juifs. Les Juifs sont un peuple qui ne se mélange pas. Les Juifs sont comme tous les autres peuples. C'est une communauté de gens qui se déclarent juifs et qui sont d'origine extrêmement diverse. Il n'y a pas un fond racial juif. Lui est fermement persuadé, au contraire, que le propre du judaïsme, c'est de mettre en question sa volonté de voir le monde se métisser. Et vient s'ajouter à cela quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus intime. C'est que dans le premier cas, sa mère est de Nantes, et que dans le second cas, son épouse est de Bordeaux. Autrement dit, non mais je pense qu'il y a là quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la psychologie de comptoir. Il est travaillé, c'est un questionnement identitaire qui est légitime, là encore, par la question des origines familiales ou du noyau familial qui provient de deux lieux qui ont été les principaux ports par lesquels s'est effectuée la traite. Et il est exact que les bourgeoisies locales se sont très largement constituées et enrichies et ont prospéré sur la traite. Mais cette question le renvoie aussi à ses propres origines. Où était la famille de ma mère au moment où la traite était en train de battre son plein? Et où était la famille de mon épouse au moment où la traite était en train de battre son plein? Je signale d'ailleurs, c'est une incidente, que sur la question de la traite, on a oscillé dans cette affaire du système Dieudonné qui consiste à expliquer que la traite est un système mis en place par les Juifs, ce qui est évidemment démenti par les stipulations du Code noir, à des dénégations venues notamment de certains milieux communautaires juifs, mais pas seulement, consistant à affirmer que jamais les Juifs n'avaient été mêlés à la traite, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, est une manière d'hystériser le problème qui est historiquement faux. Il y a eu effectivement un certain nombre de Juifs faisant notamment commerce entre les Juifs originaires des Pays-Bas notamment, qui par la suite ont émigré vers les Antilles néerlandaises et vers le Suriname, qui ont été largement impliqués dans la traite. Une partie d'entre eux ont ensuite émigré vers le sud des États-Unis et ont constitué certaines des communautés pionnières de Juifs installés dans le sud des États-Unis, qui aussi vivaient pour partie du commerce de la traite. Mais au lieu d'avoir une vision de la question qui consiste à dire « oui, ok, il y a eu des Juifs qui étaient impliqués à titre individuel dans la traite des Noirs, parce que c'était à l'époque malheureusement un métier comme un autre », il a systématisé la chose en expliquant qu'en fait, c'était une preuve de la capacité des Juifs à l'exploitation raciale. Et la défense qui a été mise en place, des fois assez maladroitement, consistait non pas à dire « oui, effectivement, à titre individuel, il y a eu des cas de », mais à dire « non, jamais il n'y a eu de cas de ». Bon, on voit bien comment, dans les deux cas, il y a quelque chose qui cloche. À partir de 2002-2003, Dieudonné bascule effectivement dans la politique. La question, c'est de savoir comment, par qui, pourquoi. Alors, pourquoi? Je crois qu'il y a incontestablement dans le personnage je dirais pas une identification christique, mais il y a en tout cas une volonté d'être à la fois... Il y a une volonté de puissance, je crois, il y a une volonté de compter, et il y a une identification à la figure du martyr, incontestablement. Et être en politique,
C'est aussi être celui qui prend des coups, celui qui a la caste contre lui, les médias contre lui. Je crois qu'il se plaît dans ce rôle, qui est aussi un rôle qui l'incite à aller à chaque fois plus loin dans les provocations qu'il énonce. Il se trouve simplement, ce me semble, que s'il avait été seul, ou du moins avec uniquement autour de lui son entourage d'alors, il n'aurait pas pris le même chemin que s'il avait rencontré en cours de parcours un certain nombre de militants de l'ultra-droite qui avaient compris que le nouveau potentiel de l'expression antisémite n'était plus dans l'extrême droite traditionnelle, mais dans ce que Pierre-André Taguieff a appelé le nouvel antisémitisme, même si pour ma part j'ai émis des réserves maintes fois sur l'utilisation du terme, on va dire vers l'apparition sur le marché de l'antisémitisme de nouveaux acteurs et de nouvelles catégories parmi lesquelles il était possible de propager ce type d'idées. Donc c'est très intéressant de voir comment, on a beaucoup parlé du petit groupe de militants du GUD, de militants gravitant à la périphérie de l'extrême droite, qui avaient à un moment donné pris en main Dieudonné et s'étaient greffés sur le théâtre de la Main d'Or pour être, d'une certaine manière, les inspirateurs idéologiques de Dieudonné. Eh bien, c'est très intéressant de voir comment ces militants d'ultra-droite ont compris qu'en fait, le vivier n'était plus chez eux-mêmes, mais dans ceux qu'ils combattaient, notamment dans une frange des Français issus de l'immigration, chez des islamistes que par ailleurs ils honnissent, chez des gens qui sont issus de la matrice de l'extrême gauche ou de l'ultra-gauche, dont on ne peut pas dire non plus que ces militants du GUD soient particulièrement friands, mais ils ont en tout cas compris avant les autres, et en tout cas avant bien des observateurs médiatiques et pas mal d'intellectuels, où était le potentiel. Et ils ont compris que ce potentiel, ils ne pouvaient pas le capter eux-mêmes, et que même Marine Le Pen avait du mal à le capter elle-même. Mais que par contre, Dieudonné le pouvait, puisqu'il avait son passé de militant antiraciste, puisqu'il était précisément le symbole de la France du métissage, et puisqu'il maîtrisait les codes des couches sociales que depuis des années, il travaillait par son travail, par sa présence de comique. Donc on a en fait en face de nous quelqu'un qui n'est pas un militant d'extrême droite, mais qui a été incontestablement pris en main par cette mouvance-là, en particulier à partir du moment où atterrit dans le paysage un Alain Soral qui, en fait, passe, paraît-il, du Parti communiste au Front National, n'a jamais été véritablement certain de ce qu'il a fait au Parti communiste. Et, à vrai dire, il n'est pas évident qu'il ait été autre chose que simple militant encarté. Mais à partir du moment où Alain Soral voit que son aventure au Front National est terminée, donc en 2009, au moment des élections régionales de 2009, la conjonction se produit entre les deux individus. Pour mémoire, Alain Soral passe au FN, devient membre du comité central du Front National, acquiert une influence idéologique auprès de Jean-Marie Le Pen, est l'artisan pendant la campagne de 2007 d'une inflexion assez intéressante du discours visant à amener au FN une partie du, entre guillemets, vote musulman, par la fameuse déclaration de Jean-Marie Le Pen sur la dalle d'Argenteuil, sur les Français de souche et les Français de branche, voulant signifier par là aux immigrés, notamment de confession musulmane, qu'ils n'étaient peut-être pas français par la biologie, mais qu'en tout cas, ils l'étaient devenus à part entière, et qu'ils pouvaient le devenir. C'est Alain Soral qui est derrière. Mais le problème d'Alain Soral, c'est qu'il ne veut pas uniquement être un idéologue, il ne veut pas simplement être un conseiller. Il ne veut pas simplement monter des coups, comme le fait d'être celui qui arrange la venue de Dieudonné à la convention du Front National, à la convention présidentielle du Front National. C'est évidemment lui qui a arrangé l'affaire, mais ce rôle
de conseiller occulte ne lui sied pas. Il veut faire de la politique et il veut être élu. Donc il présente sa candidature à l'investiture pour être tête de liste du Front National aux élections régionales en Île-de-France. Et apparemment, voilà, pas de certitude non plus sur tout cela, mais apparemment ça rôle un peu dans l'appareil frontiste, jusqu'à Marine Le Pen, qui considère que le personnage est assez incontrôlable et qu'on ne peut pas lui confier de rôle de chef de délégation dans une assemblée comme le Conseil régional d'Île-de-France. Donc il n'est pas investi. Alors s'il n'est pas investi, évidemment, lui, Alain Soral, il ne revient pas à la place de conseiller de l'ombre, il dit, puisqu'on ne veut pas de moi, je quitte. Et il fonde la égalité et réconciliation, et c'est bel et bien la rencontre de l'individu Dieudonné et la petite galaxie qu'il y a autour, avec Alain Soral et égalité et réconciliation, devenue autonome par rapport au FN, qui produit la nébuleuse qu'on a aujourd'hui. Dont je voudrais quand même dire aussi que si elle se caractérise principalement par sa capacité à s'exprimer sur le web et sur les réseaux sociaux, et donc à aller à la conquête d'une génération pour qui la pensée politique, ou plutôt le zapping politique, et la formation de l'opinion se font par ces biais-là, et non plus par le militantisme classique ou par la lecture, eh bien, cette mouvance Dieudonné, elle n'est pas uniquement n'est pas uniquement une pensée 2.0. Je crois qu'il y a une réelle imprégnation politique d'un nombre important de Français, en tout cas parmi les plus jeunes. Et je crois qu'au fil des années, un certain nombre des idées de Dieudonné et de ses compères ont fini par, j'allais dire, par irriguer la société française beaucoup plus profondément que simplement par la visibilité qu'elles acquièrent par la multiplication des sites Internet. Notamment, effectivement, ces idées défendues par Alain Soral à la longueur de vidéos, de la dissidence contre le système et de la casse. Mais derrière, évidemment, derrière la dissidence contre le système et la casse, il y a, ça c'est le geste fétiche de Dieudonné qu'il a encore répété l'autre jour à son procès le montre, il y a quelque chose qui est au-dessus. Alors c'est quoi ce qui est au-dessus et qu'il désigne du doigt? C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est les Juifs. C'est les Juifs. Le soleil, c'est les Juifs. À chaque vidéo, c'est devenu un running gag pour les jeunes. Vous entendez ça dans le métro, dans la rue, quand ils sont entre eux, dans un café, au McDo, dans un kebab. Vous avez tous entendu, au-dessus, c'est le soleil. Il y a un véritable merchandising. En plus, ils vendent des t-shirts, des mugs, n'importe quoi, avec « au-dessus, c'est le soleil ». En montrant, vous savez, le doigt comme ça. « Au-dessus, c'est le soleil », c'est une expression propre à Dieudonné, à Soral. Des milliers de gens, c'est un signe de ralliement. Potage pour certains, mais il y a un geste, une connotation politique antisémite, tout le monde le sait. Entre les jeunes, tout le monde le sait. Donc de même que la Terre tourne autour du Soleil, la Terre tourne autour de ce qu'il y a au-dessus d'elle. Et au-dessus d'elle, il y a ce qui est intouchable. Il y a ce qui n'est pas visible et ce qui est intouchable. Et ce qu'il désigne comme étant effectivement au-dessus, c'est les Juifs. Parce que la Terre tourne autour des Juifs. Vous savez bien. Ils sont la cause efficiente de tous les malheurs du monde. Et c'est eux, par ailleurs, qui le dirigent. Donc, l'impensé de Dieudonné et la pensée d'Alain Soral, ou plutôt d'ailleurs le pensée, parce qu'il ne se censure finalement pas tant que ça, c'est bel et bien les Juifs. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cette idéologie-là peut avoir une portée véritablement politique, c'est-à-dire si un jour elle peut déboucher sur une expression partisane, sur une participation électorale,
Bref, sur quelque chose qui soit de l'ordre de la compétition pour le pouvoir. Il y a eu une tentative. Cette tentative, c'est celle modeste des élections régionales de 2009 et de la liste dite antisioniste présentée par Dieudonné, Alain Soral, et un patchwork invraisemblable, je ne vais pas les égrener un à un avec leur CV, ça n'aurait aucun sens, mais de militants provenant pour certains de l'ultra-gauche, pour certains de la droite extrême la plus radicale, et qui arrivent en politique française avec cet intitulé qui n'a jamais existé, liste antisioniste. Quel sens ça a de présenter pour un scrutin régional une liste antisioniste, alors que bon, les assemblées régionales ne sont pas là pour discuter de la politique étrangère de la France, mais pour se battre sur les enjeux locaux. Mais Jean-Yves, essayez d'expliquer ça aux jeunes qui sont pour la cause palestinienne. Alors, sur les marchés. J'y viens. Ce qu'il y a d'intéressant dans les résultats de la liste antisioniste, que je vous conseille de retrouver sur Internet et de comparer avec les résultats de la liste Euro-Palestine au scrutin de 2004, dans la même circonscription géographique, c'est que cette liste atteint des scores qui paraissent effectivement élevés dans un certain nombre de communes de l'agglomération parisienne, en particulier des communes du 93, du 94, voire du 95, Garges-les-Gonesse notamment. 10% des suffrages exprimés dans un certain nombre de cas, mais en même temps, il y a un échec relatif de la liste antisioniste, parce que quand on compare les résultats de cette liste et de la liste Euro-Palestine de 2004, on constate, à commune égale bien entendu, une importante déperdition de voix. Ce qui veut dire que l'ensemble de ceux qui ont voté sur l'enjeu Palestine en 2004, donc sur l'intitulé clair Euro-Palestine, et soutien à la frange la plus intransigeante du mouvement national palestinien, ne s'est pas retrouvé dans l'intitulé liste antisioniste. Ça me paraît quand même assez intéressant. On sait qu'il y a eu, à l'intérieur d'Euro-Palestine notamment, une phase dans laquelle les animateurs ont trouvé qu'il pouvait y avoir un certain nombre de convergences avec Dieudonné et ses amis, et puis que dans un second temps, ils ont considéré que l'homme était en dérive idéologique et que, j'allais dire, quand on faisait un bilan avantage-inconvénient, pour eux, il était davantage un boulet qu'un atout. On sait également, quand on connaît un petit peu l'histoire du mouvement pro-palestinien à l'époque, qu'un certain nombre de militants connus, je pense à Michel Warszawski, je pense à Dominique Vidal, je pense même à Legla Chaïd, qui était actif sur ce terrain-là, ont fait en sorte que Dieudonné n'ait pas de situation prééminente à l'intérieur de la frange radicale du mouvement pro-palestinien, parce qu'il leur apparaissait nettement que l'homme était en dérive idéologique, et que le discours n'était plus un discours antisioniste. Ce que je dis là ne vaut pas caution des idées des personnes dont je parle, mais il y a eu un certain nombre et on a des traces en tout cas dans la littérature journalistique, il y a eu des discussions extrêmement âpres à l'intérieur de cette mouvance, et il y a eu parmi les militants pro-palestiniens historiques, notamment ceux de France-Palestine Solidarité, qui ont une carapace idéologique, une colonne vertébrale idéologique, généralement celle du PC ou de l'extrême gauche des années 70. Il y a eu un signal d'alarme qui a été lancé, consistant à dire « Attention, cet homme vous amène peut-être des voix, il est peut-être effectivement entendu par une frange de la jeunesse des quartiers, comme on l'appelle, mais il ne laissera pas le mouvement pro-palestinien indemne, parce qu'incontestablement, ce qu'il défend, ce n'est pas l'antisionisme. » Depuis, il n'y a pas eu de tentative politique de Dieudonné, il n'y a pas eu de tentative de création de parti politique, mis à part ce parti politique mort-né, là, ou plutôt pas né, la Réconciliation nationale, dont on nous promet qu'il va être lancé depuis maintenant l'automne dernier, qui a un logo sur Internet, on sait déjà pas mal d'avoir trouvé le logo, c'est un pas en avant, mais pour l'instant, il n'y a pas de structure. Pas de structure. Et s'il n'y a pas de structure
Et si, à mon avis, il n'y a pas d'avenir, c'est pour une raison qui est assez simple. Vous ne pouvez pas passer votre temps à expliquer à vos ouailles sur Internet que le système politique est verrouillé, que la caste contrôle tout, que le monde est contre vous et que de toute façon, ça ne sert à rien de faire de la politique, puisqu'on sait très très bien que les Juifs tiennent tout en bas. Donc de toute façon, le système est clos. Une fois que vous avez dit ça, vous ne pouvez pas inciter vos partisans à aller voter. Et il y a une contradiction qui est apparemment insusceptible en l'état d'être résolue, ou bien véritablement vous mobilisez vos partisans et vous leur dites il y a une faille dans le système, vous allez vous déplacer aux urnes et vous allez faire chuter ce système, c'est ce que Marine Le Pen fait, ou bien alors vous leur expliquez, comme le font Soral et Dieudonné, que nous vivons dans un système de dictature juive, grosso modo, pour faire court, c'est de ça dont il s'agit, et que le monde entier est cadenassé, et dans des cas comme ça, vous aboutissez à cette génération de jeunes qui passent leur vie derrière leur écran à regarder des vidéos d'Alain Soral sur Internet, et qui, une fois qu'ils ont appuyé sur le bouton stop, ne font alors rien, c'est la première option, ou qui, deuxième option, sont, pour certains, sans doute, des auteurs d'actes antisémites plus ou moins graves, graffiti, injures, mails d'intimidation ou de menaces, messages postés sur les réseaux sociaux, mais qui en tout cas ne vont pas en politique. Ce qu'il y a de, j'allais dire, de rassurant dans le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de la mouvance, c'est qu'au fond, ça n'embraye pas sur une mobilisation militante. Ça remplit des salles. Et je crois qu'il ne faut pas négliger ce phénomène-là, parce qu'honnêtement, j'en parle d'autant plus volontiers que c'est ma ville, donc je vois un petit peu quand même comment on y déplace du monde. Faire pratiquement 6000 personnes aux Zénith de Nantes, c'est assez considérable. C'est assez considérable. Mais en même temps, ça a une limite. C'est qu'une fois qu'ils sont ressortis du spectacle, l'immense majorité des spectateurs considèrent qu'elle a rempli son contrat. Et que l'étape suivante, c'est ou d'acheter le livre, notamment ceux de Soral. Comprendre l'Empire a été un vrai succès de librairie. Ou bien alors, ils retournent à la case vidéo. Et ils sont en fait dans un monde parallèle, hein, dans une sorte de société parallèle où le contact avec le réel n'est plus la manière de se construire une opinion. Seul compte l'information alternative qu'on trouve dans les multiples sites, mais je pense que Lisa a dû vous en parler, de réinformation, de la dissidence, ou de toute cette, ce qu'on appelle nous la complosphère, mais qui en tout cas se fixe une mission, encore une fois, quasi messianique, qui est de déconstruire tout ce qui peut être le discours, entre guillemets, officiel, le discours de la caste. Hein, l'information qu'on voit à la télévision est fausse, celle qu'on lit dans les journaux est fausse, celle qu'on voit sur les versions Internet des principaux journaux papier est fausse. Tout cela est manipulé, donc on crée effectivement des dizaines de sites qui vous fournissent une information, des milliers, voire plus si on est un peu polyglotte, qui vous fournissent à longueur de temps des contenus vidéo et du décryptage de l'information. Sauf que le décryptage, c'est une chose, quelque chose d'absolument scientifiquement légitime. Mais là, on n'est pas dans le décryptage de l'information. On est dans ce que je considère, moi, comme étant une forme de désinformation. Des articles qui n'ont ni queue ni tête et qui se basent sur absolument rien. Oui, mais Dieudonné et Soral réussissent malgré tout à donner des grilles de lecture aux ados, jusqu'aux jeunes adultes. Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait des jeunes adolescents qui ne lisent pas, qui ne lisent plus les classiques, hein, ou les livres d'histoire qu'on a au lycée, et qui en parlent sur leur forum, disent « Merci Soral, merci Dieudonné. C'est la première fois que je lis un bouquin contre l'Empire ou d'autres. » Ils lisent les bouquins. Alors, ils mettent peut-être un mois à les lire, ou plus, parce que je lis les témoignages de la... Oui, ils disent généralement qu'ils mettent quand même du temps à les lire. Oui, mais ils les lisent, Jean-Yves. Avant, ils ne lisaient pas. Ils lisent. On est bien d'accord. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour ces jeunes-là.
Ils découvrent la lumière, ils découvrent qu'ils ont un cerveau, qu'ils l'utilisent. Et Soral, en fait, a compris qu'en les valorisant, voilà, en les valorisant, il leur dit, vous êtes manipulés, mais vous avez ouvert les yeux, vous êtes quelqu'un d'important, j'ai besoin d'avoir votre avis, j'ai besoin d'avoir votre soutien. Donc c'est une communauté. Il est malin, Soral. Dieudonné, c'est pareil. Il marche à fond sur l'affectif, sur l'émotion. C'est une contre-société. C'est pas seulement une... Oui, c'est une communauté, c'est aussi une contre-société. Alors c'est une communauté, beaucoup d'articles ont insisté là-dessus. C'est aussi, passez-moi l'expression, une communauté tirelire. Oui, je vais en C'est-à-dire parler. que, bien avant évidemment, que vous arriviez. l'appartenance à la communauté a un coût, au sens propre du terme. C'est-à-dire il faut mettre à la sébille. Pour acheter les bouquins de Soral. Pour acheter les bouquins, pour acheter les t-shirts, pour acheter les casquettes, pour acheter les badges. Vous savez, les peluches Dieudonné. Au bar du théâtre de la Main d'Or, ah oui. Au bar du théâtre de la Main d'Or, je veux dire, vous êtes pressé à la consommation et vous payez en liquide. Merchandising. Voilà, payez en liquide. Oui. Ce qui est en plus de ça une énorme erreur de marketing vis-à-vis d'une Ils ont lancé une population qui ne paye pas en liquide. Une banque d'assurance, Ananas. Voilà. Qui en règle générale, paye par carte. Et vous ne payez pas par carte. Vous payez, vous avez la bonne et sonnante et trébuchante. Pardon ? Ah ben c'est un élément tangible, mais c'est un élément de fâcherie, c'est aussi. Alors ça, c'est un petit peu la consolation, évidemment, des adversaires de Dieudonné et de Soral. C'est que c'est une mouvance qui est extraordinairement fragile parce qu'elle repose sur des conflits d'ego, sur des conflits d'ego qui sont doublés de conflits d'argent. C'est-à-dire que on va revenir quand même à des fondamentaux un petit peu plus sociologiques. Quand vous êtes un entrepreneur sectaire, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, il ne peut y avoir qu'un gourou à la secte. Voilà. Les jeunes qui regardent les vidéos de Dieudonné et Soral et de toute cette nébuleuse de la dissidence, pour beaucoup, ont été amenés, évidemment, alors soit par curiosité, soit par intérêt, parce qu'ils se sentent identifiés à la cause du djihad international, quoique le terme djihad n'ait pas le même sens pour nous qu'il est pour eux, pour ces jeunes, notamment issus de l'immigration. Ces jeunes-là, alors, je vais être franche, qui aiment Dieudonné. Il est populaire. C'est un grand frère, c'est un père pour certains, c'est un professeur pour beaucoup, comme Soral. Leurs meilleurs amis. Sur Internet, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de frontière entre le temps, il n'y a pas de frontière entre le virtuel, le réel, tout se mélange. Les vidéos de Dieudonné sont vues aux États-Unis, au Canada, partout. Notamment dans les pays francophones aussi. Donc il a des dieudonistes au Maroc, il a des dieudonistes en Algérie, il a des dieudonistes en Suisse, en Allemagne, en Belgique, très nombreux en Belgique, en Angleterre. Dieudonné est aujourd'hui connu. On peut le déplorer, mais c'est la réalité. Donc les passerelles avec ceux qui sont partis, je parle parce que je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis ces gamins-là qui... Alors, on a des gamins qui peut avoir 13-14 ans, c'est leur crise d'ado, il ne faut pas non plus prendre tout pour argent comptant. Certains qui disent, alors qu'on a les services de renseignement qui sont en ce moment sur les dents, quand on a un jeune de 14-15 ans qui est dans la provoque, qui explique qu'il admire les djihadistes, qu'ils ne sont pas des djihadistes, mais leurs frères moujahidines, excusez-moi pour la prononciation, leur combat est noble, ils se sentent valorisés en tant que musulmans, jeunes français de confession musulmane. Ils ne se sentent pas valorisés en France, ils ne se sentent pas valorisés à l'école, où ils sont pour la plupart en échec scolaire. Ils se sentent valorisés en regardant une vidéo de Dieudonné, de Soral, de la dissidence. Et lorsque Koulibaly et les frères Kouachi ont commis ces actes atroces, évidemment, les jeunes n'ont pas applaudi, n'ont pas été assez stupides, enfin, pour certains, de le déclarer ouvertement sur les réseaux sociaux.
Mais ce serait être malhonnête intellectuellement que de vous dire le contraire. C'est-à-dire que de vous dire qu'il y avait des jeunes qui se sont sentis identifiés aux frères Kouachi et à Koulibaly. Les passerelles avec Dieudonné ne sont pas clairement définies. C'est là toute la complexité des réseaux sociaux. Je retrouve dans la diodosphère des jeunes, des moins jeunes. Donc, c'était pour répondre aussi à votre question du profil type. On a un exemple de mère de famille qui va pour la première fois dans un spectacle en province voir Dieudonné. Parce que, bon, elle a entendu parler tellement de Dieudonné ces dernières années. Elle n'a jamais vu un sketch. Elle n'a pas de compte Facebook, mais elle en a entendu parler. Le spectacle interdit, pas interdit, elle attend la décision du préfet, elle a déjà payé son billet, elle va y aller avec une voisine, une collègue, peu importe. Elle va y aller, elle va se faire elle-même une opinion. Sylviane, 58 ans, elle vient avec son beau-frère, sa belle-fille, ils y vont en famille. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils y vont en famille pour certains, ils y vont en couple, les jeunes y vont en bande. C'est pas 10 € les spectacles de Dieudonné, hein. Ils sont chers quand même. Donc il faut économiser un petit peu pour pouvoir y aller. Quand on a la chance d'y aller, il n'est pas interdit le spectacle. Parce que là aussi, il y a tout un suspense. On ne sait pas s'il va être interdit, s'il va être censuré. Comme c'est transgressif, ça plaît, ça séduit, ça attire l'attention. Et puis, quand ils sortent des spectacles, on a des gens qui disent « mais je ne comprends pas, le gouvernement a tellement, en a fait tellement. » Moi, j'écoute ce que disent les gens. Il n'a pas été antisémite, il n'y a pas eu de propos qui a choqué tout le monde. On a ri, on a parlé de l'actualité. Dieudonné nous a tous fait rire, on était morts de rire, pliés de rire, à en pleurer. Des sketchs sur tous les sujets de société. Donc ce ne sont pas que des jeunes issus de l'immigration maghrébine ou africaine, c'est toute condition sociale, vraiment. Je le dis, on a des CSP+, on a des jeunes étudiants, on a des gens intellectuels, on a ce type de gens aussi dans le public de Dieudonné. Ça peut être choquant, ça peut être étrange, parce que ce n'est pas souvent le discours qu'on entend régulièrement. D'ailleurs, les jeunes ne supportent pas qu'on les prenne pour des abrutis ignorants et instables psychologiquement, parce que justement, ils comprennent, en fait, ils savent qu'on ne va pas lâcher Dieudonné. On ne peut pas lâcher Dieudonné ou Soral, parce que leur discours porte. Et les passerelles avec donc ces jeunes-là qui sont en construction, il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents qui sont très influençables. Quand ils écoutent, ils boivent les paroles de Dieudonné, de Soral. Certains ne comprennent même pas les termes de révisionnisme, antisémitisme. Vous en prenez 3 là, dans la cour de récréation, 15-16 ans, dans des collèges ou dans des lycées, lycées professionnels, lycées publics, ou même à la fac, vous leur demandez la différence entre sionisme et antisionisme. Les garçons, enfin les enfants, les adolescents, les jeunes adultes de moins de 35 ans sont incapables de vous donner la définition. Elle est là, la réalité. Donc Dieudonné, Soral surfent sur l'ignorance, sur des connaissances approximatives de ces gamins-là. Et ça, il faut le dire et le répéter. Alors ça plaît pas toujours, mais c'est la réalité. Donc quand on a des gamins qui rêvent éventuellement de partir en Syrie, combattre le système, justement, puisqu'ils sont ici, ils se réclament être anti-système en ayant pour héros, pour icône absolue, intouchable, Dieudonné et Soral. Ils se disent, la suite logique, évidemment, moi, j'ai rien à faire ici. Ici, je ne me reconnais pas dans cette société-là, décadente. On a toute une rhétorique, hein, en fait. C'est logique, c'est ce que j'expliquais à Jean-Yves. Ça fait des années qu'on en parle. Tous les soirs, je suis sur Internet, sur les réseaux sociaux, une vraie geek. Et donc, ou une no-life, pour ceux qui connaissent bien Internet. Et du coup, ces jeunes-là, quand ils vous disent, très sincèrement, 15-16 ans, 18 ans, 19 ans, certains ne voient pas le mal de partir à l'étranger, combattre. Ils ont vu les vidéos de décapitation. Ils les ont vues.
Nous, c'est juste insoutenable de regarder la vidéo jusqu'au bout. On sait ce qui va se passer, c'est abject. On ne peut pas continuer à regarder les vidéos. Quel intérêt pour nous? Ces gamins-là sont, pour beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes, ça ne les impressionne pas plus que ça. Ils sont nés à la télévision, c'est la génération Internet. Une décapitation, ça choque plus personne. Hein. Ça ne, non mais sincèrement, il y a du sang, on voit tout. C'est vraiment c'est trash. C'est jamais l'équivalent d'un petit bonhomme qu'on tue dans un jeu vidéo. Exactement. Comme ces jeunes jouent aux jeux vidéo. Alors je fais pas le procès des jeux vidéo, mais il faut mettre les choses il faut remettre les choses dans le contexte. On a des jeunes, beaucoup, garçons et filles qui sont fans des jeux vidéo très très violents, qui voient des films très violents. Une décapitation de plus ou de moins en vidéo, ça ne choque personne. Quand on a une page Facebook, on la like, c'est-à-dire on aime la page de Dieudonné et on est abonné aux pages de Dieudonné. Si on va sur des sites djihadistes ou voir des vidéos comme ça, évidemment qu'on ne fait pas le lien parce que tous les jeunes ne sont pas stupides. Ils savent qu'en ce moment, il y a des services de renseignement qui suivent tous leurs faits et gestes. Donc ils ne sont pas abrutis, ils ne vont pas incriminer Dieudonné ou Soral. Au contraire, ils vont les protéger. Donc si ces jeunes-là parlent ouvertement sur les forums, sur les blogs, tu as vu la dernière vidéo de Dieudonné, il est fantastique, maintenant il va se lancer en politique, va falloir voter pour lui ou pour le candidat au futur départemental, que sais-je. Ce sont des jeunes qui ont aujourd'hui, ils ont 15, 16, 17 ans, ou certains jeunes majeurs. Peut-être on peut laisser la parole à M. Camus, et après on va ouvrir tout de suite les questions. Je vais ajouter un petit quelque chose sur ce point-là et enchaîner sur l'autre série de questions de Marc Ecker. Sur la question du lien Dieudonné du djihadisme, sous réserve de ce que les services de renseignement français ou étrangers d'ailleurs pourront nous dire, après avoir débriefé celles et ceux qui partent, éventuellement reviendraient et diraient quelque chose, on ne peut pas établir aujourd'hui un lien juridique entre la nébuleuse Dieudonné et le passage au djihad. Autrement dit, je ne vois pas comment, dans l'état actuel des choses, on pourrait poursuivre Dieudonné ou l'un ou l'autre de ses amis sur la base d'une incrimination juridique qui tiendrait la route. Il y a une raison, évidemment, de prudence rhétorique dans la manière dont il parle. Mais il y a également une autre raison, c'est que, comme cela vient de vous être dit, tout ne se dit pas sur les forums. C'est-à-dire que dans la nébuleuse djihadiste aujourd'hui, on utilise des techniques de communication extrêmement sophistiquées qui peuvent passer au minimum par des forums cryptés et qui, au maximum, on va dire dans les cas les plus sophistiqués, comportent des systèmes de transmission de données cachés dans des images, dans des fichiers qui nécessitent effectivement d'être techniquement à niveau pour pouvoir décrypter ce type d'échange de communication. Il est bien évident qu'on n'en est pas du tout à l'échange, j'allais dire, de données ouvertes qu'on peut avoir sur un forum ou dans les commentaires d'un site. Mais pour autant, il y a quand même des schémas idéologiques qui sont en résonance. Il y a la détestation de l'Empire, puisque c'est bien l'Empire qu'on combat en Syrie, c'est bien l'Empire qu'on combat ici. Il y a la détestation des Juifs, parce que on ne le dit jamais assez, mais ce que l'on baptise Al-Qaïda n'est en vérité que l'acronyme d'une organisation dont le nom réel dit bien qu'il est un front international de lutte contre les juifs et les croisés, contre les juifs et les croisés, c'est le vrai nom de l'organisation. Et puis ensuite, il y a effectivement une fascination de la violence, c'est-à-dire une incapacité à concevoir le politique comme étant quelque chose qui se règle par les mécanismes traditionnels de la démocratie. C'est évidemment quelque chose qui, ici, n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'insurrection dieudonistes en vue, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui peut se transférer là-bas. Sur les autres questions, oui, c'est une idéologie molle. C'est une idéologie labile. C'est une idéologie non systématique
qui peut nous apparaître incohérente. Mais je crois que l'une des grandes erreurs que l'on fait dans l'appréciation de la cohérence idéologique aujourd'hui est liée à la cohérence et au systématisme du marxisme. J'ai l'air de m'égarer complètement, mais je crois qu'on est en plein dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que nous avons tendance à ne considérer comme étant cohérent qu'un système idéologique extrêmement carré, extrêmement mécaniste, et on a souvent vécu dans l'idée que seules les grandes idéologies du XXe siècle étaient finalement des systèmes. Mais il y a des idéologies qui ne sont pas des systèmes, et on découvre même de plus en plus par la recherche sur le national-socialisme et sur le fascisme qu'il y avait dans ce qu'on a appelé l'idéologie nationale-socialiste des trous béants et des conflits de personnes, et des conflits de pouvoir, et des conflits idéologiques, et des incohérences majeures. Donc l'idéologie, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui repose fermement sur ses deux pieds. Sur la question des rouges, des verts et des bruns, terme qui a été utilisé, notamment à partir de 2003-2004, à la fois par certains essayistes, je pense en particulier à Alexandre Delval, et par certains dirigeants communautaires juifs, voire même par un certain nombre d'hommes politiques. Alors là, on va passer un peu aux mathématiques, domaine dans lequel je ne suis pas nécessairement excellent, mais enfin, on va dire que il m'apparaît au moins une chose. Vous pouvez avoir 3 sous-ensembles qui ont une intersection. Ça ne fait pas nécessairement, ça ne fait même pas du tout, des sous-ensembles qui sont identiques. Ils ont à un moment donné un point d'intersection. Ce point d'intersection, ça peut être la détestation d'Israël, ça peut être la haine du juif, ça peut être la volonté d'abattre le système. Mais cela ne veut pas dire que sur d'autres, sur d'autres facteurs, sur d'autres points, ils se rencontrent. Donc il y a des rouges qui rencontrent des verts, qui rencontrent des bruns, verts étant compris évidemment dans le sens islamiste, et non pas de militants écologistes. Mais il n'y a pas d'identité de l'idéologie rouge, de l'idéologie verte et de l'idéologie brune, au motif que sur la question de l'antisionisme ou de la question de l'antisémitisme, ils seraient en partie, et en partie seulement, d'accord. Donc la grande erreur commise dans les années 2003-2004, c'est justement de faire système à cette intersection idéologique, alors qu'en fait, il y a eu, notamment autour du théâtre de la Main d'Or, un certain nombre de convergences. Il y a eu des conférences de presse surréalistes auxquelles j'ai assisté, notamment celle qui était à rire ou à pleurer, c'est selon, où après la mort de Yasser Arafat se retrouve au théâtre de la Main d'Or une délégation de Neturei Karta qui parle aux côtés de Dieudonné, avec en maîtresse des cérémonies traductrice une militante négationniste, par ailleurs, plutôt issue de l'extrême gauche, Maria Poumier, et puis dans la salle, des militants suprémacistes noirs qui suivaient Kémy Séba, des militants néofascistes, tendance skinhead au crâne rasé. Oui, tous se retrouvent. Et ce que j'ai pu constater, effectivement, c'est que tous applaudissaient au même moment. Mais tous n'applaudissaient pas au même moment ce qui était dit pour la même raison. Et une fois que tout le monde avait franchi les portes du théâtre, direction la sortie, tout le monde retournait tout de même dans son monde clos jusqu'à la représentation d'après. C'est-à-dire que je veux bien faire preuve d'imagination, mais je ne peux pas penser, je ne vois pas comment les Neturei Karta sont idéologiquement, et encore une branche de la nébuleuse qui s'appelle Neturei Karta, peuvent être idéologiquement mis en équivalence avec des nazis ou des militants d'ultra-gauche. Cela ne tient pas debout. Ils ont un point de convergence, et à partir de ce point de convergence, pour des raisons qui sont de l'ordre, au mieux de la psychologie, au pire de la psychiatrie, il y a, à un moment donné, une mise en rapport qui débouche sur un meeting commun, avec en plus des stratégies d'instrumentalisation des uns par les autres. Mais vraiment, pour conclure là-dessus, il y a des rouges, des verts et des bruns, mais il n'y a pas un front rouge-vert-brun contre lequel
la communauté juive, c'était ainsi que c'était présenté à l'époque, serait globalement en lutte. Sur la question des réactions, je dois vous dire que je ne suis pas certain de mon fait, d'une part, et que d'autre part, j'ai évolué. J'ai évolué sur la question de la pénalisation du négationnisme. Et je me le disais encore ce matin en voyant la nouvelle de la condamnation à 15 mois de prison de Vincent Renoir, qui doit être à peu près la 25e condamnation depuis le début des années 90. À un moment donné, la pénalisation ne sert plus à rien. On a pu penser, je l'ai pensé moi-même, au moment du vote de la loi Guessot, que cette loi allait avoir un effet dissuasif. Je pense que je me suis trompé. Je pense que je me suis trompé pour une raison qui est d'abord le très faible nombre de condamnations à des peines de prison ferme prononcées en France. Voilà. Donc, s'il s'agit de faire une loi pour prononcer des peines d'amende qui, par ailleurs, ne sont jamais recouvrées, on le voit d'ailleurs avec Dieudonné, c'est à peu près la même question. Après tout, à quoi bon la faire? Et puis, deuxièmement, il y a à un moment donné des militants qui sont tout simplement des militants pathologiques et qui, au contraire, recherchent justement la posture christique du type qui est régulièrement mis en prison tous les 6 mois parce que dès qu'il sort de prison, après avoir été condamné pour négation de la Shoah, il reposte une vidéo, refait un texte, ressort une revue qui lui vaut aussitôt de passer devant le même juge qui, évidemment, l'envoie aussitôt, généralement, dans la même prison ou dans une autre. Moi, je pense que la secte négationniste est morte. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans le post-négationniste. Le post-négationnisme, il a un nom aujourd'hui, c'est ces nouveaux champions de l'antisémitisme 2.0 qui considèrent qu'il n'est même plus nécessaire de se draper derrière la négation de la réalité matérielle de la Shoah pour énoncer leur antisémitisme. On a aujourd'hui des petites figures de l'ultra-droite, notamment, qui, je pense à Hervé Ryssen, par exemple, ne s'embarrassent... Hervé Ryssen. Petite figure de la galaxie d'extrême droite sur le web et ailleurs, qui s'embarrassent même plus de nier la Shoah. Ils pensent effectivement qu'elle n'a pas eu lieu. Mais quand on regarde leur site internet ou qu'on lit leurs articles, ils sont dans les protocoles des sages de Sion. Beaucoup plus que dans Robert Faurisson et cette génération de négationnistes qui est par ailleurs en train de vieillir beaucoup, de quitter la scène et qui, à mon avis, n'aura pas de relève. Elle aura une relève, mais cette relève, elle sera dans l'antisémitisme de type drummondien, ou plutôt dans l'antisémitisme de type Julius Streicher. On est beaucoup plus dans le... Quand on lit Hervé Ryssen, quand on lit un certain nombre... L'excellent Florian Rouanet, aussi une vedette en devenir, on lit quelque chose qui est de l'antisémitisme à l'état brut, tel que le Sturmer des années 30 pouvait l'énoncer. On n'est pas du tout dans la tentative de montrer, par des raisonnements de chimistes ou de physiciens, qu'on ne pouvait pas entasser tant de corps dans une chambre à gaz et que par rapport à la vitesse à laquelle le gaz circulait, on ne pouvait pas tuer en temps de minute. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans l'antisémitisme pur. Alors, une fois que j'ai dit ça sur l'antisémitisme, sur le négationnisme, comment réagir juridiquement au spectacle de Dieudonné? Lorsqu'ils ont été interdits il y a 1 an et demi, j'ai exprimé de manière très, très, très claire et répétée mon accord avec les mesures d'interdiction qui avaient été prises. Je pense qu'elles, pour aussi moralement justifiées qu'elles soient, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui est constitutif du fait d'interdire en droit administratif, qui est le trouble à l'ordre public, le trouble imminent à l'ordre public. Elle n'épuise absolument pas la question. Elle n'épuise absolument pas la question. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir, avec des mesures d'interdiction administrative, vider les salles que Dieudonné remplit. Je pense au contraire qu'on a quelques chances, d'une part, de les faire se remplir tout autant, et d'autre part, et j'embraye là sur votre question suivante, de donner naissance à cette fameuse polémique sur le double standard, sur le 2 poids 2 mesures.
notamment entre la manière dont on traite l'antisémitisme et la manière dont on traite l'islamophobie, terme que pour ma part, j'assume, sitôt qu'on le définit précisément comme étant la phobie de l'islam. Voilà, si l'islamophobie c'est la phobie de l'islam, alors le terme d'islamophobie est un terme scientifique. Peu importe à la limite qui l'a inventé, on parle toujours d'antisémitisme, et on sait parfaitement qu'il l'a inventé. Donc, admettons que l'islamophobie existe et soit scientifiquement définissable. Eh bien, il y a effectivement une manière différente de traiter aujourd'hui l'expression de l'antisémitisme et de traiter les phénomènes d'islamophobie et de racisme. Le problème, c'est pas de constater que la manière est différente, par exemple que la couverture médiatique est différente, que les peines prononcées sont différentes, que l'intérêt porté par les politiques est différent. Le problème, c'est d'inférer de cette situation de traitement différencié qu'il existe derrière une volonté cachée que les choses soient comme ça, ce qui nous renvoie à une théorie du complot. C'est ça qui est préoccupant. Mais on peut parfaitement argumenter qu'il y a effectivement un problème avec le double standard. Moi, pour ma part, je veux dire, j'avais été, à l'époque où Charlie Hebdo a publié les caricatures de ceux qui, publiant de manière assez régulière dans le journal, avaient dit « c'est effectivement dans la tradition française de les publier, mais il ne faut pas non plus que ça devienne, comment dire, la raison d'être d'un journal. » Les divergences avaient été très fortes au sein de l'équipe du journal à l'époque. Il ne faut pas que cela devienne la raison d'être d'un journal, d'être un brûlot de lutte contre l'islamisme, surtout qu'il n'est pas évident que ce soit uniquement par le biais de la caricature qu'on soit efficace contre l'islamisme. Donc je pense effectivement qu'il est dans la tradition française de critiquer toutes les religions et qui, d'ailleurs, dans le cas particulier de Charlie, qui est mis en avant par la nébuleuse Dieudonné, c'est un journal qui ne s'est jamais privé de critiquer toutes les religions de manière, je crois, assez égale, parce qu'honnêtement, le compte n'a pas été fait, mais il y a là un vrai travail universitaire à faire pour savoir exactement quelle a été la couverture accordée à, on va dire, à l'Église, en général, aux Juifs et aux rabbins, d'autre part, et à l'islam. Mais on a effectivement ce problème qui risque d'empirer si l'on multiplie les interdictions administratives, de voir des gens dire « oui, mais attendez, dans le domaine de l'islamophobie, on interdit quoi ?» Le problème, c'est qu'on n'interdit rien. Mais alors on n'interdit rien aussi parce qu'il n'y a pas l'équivalent de Dieudonné en islamophobe, pour l'instant. La question de l'esprit critique que vous avez posée et de son rapport avec la théorie du complot est quelque chose de parfaitement central. Parce que la théorie du complot, finalement, comme le négationnisme des origines, ça n'est jamais que de l'hypercriticisme. Ça n'est jamais que de l'hypercriticisme. Aux sources de Faurisson, il y a l'hypercriticisme. C'est-à-dire celui qui vous dit, et il est effectivement, il fait partie de ces sachants qui rejoignent les non-sachants dans la croyance dans la théorie du complot. Aux sources de Faurisson, il y a l'agrégé de littérature qui vous explique que la critique et la déconstruction des poèmes de Lautréamont n'a pas été faite correctement et que lui va vous disséquer le texte et va vous en donner la quintessence cachée, occultée, pas vue par les autres, moins intelligent que lui, Faurisson. Mais au fond, tout ça, c'est de l'hypercriticisme.